On va aborder quelques notions clés du programme Sharp et justement des clés de lecture qui nous permettent d'observer, de nous représenter les choses de la façon la plus précise, la plus fiable, la plus descriptive du réel, à la fois le réel qui nous entoure et le réel de ce que l'on est. La clé de lecture que je vais vous proposer ce soir, c'est la clé qui décrit l'être humain. Un être humain, c'est quoi réellement? Quelles sont les réalités et les différentes caractéristiques de ce qu'est un être humain, de ce qu'est l'objet être humain, l'être vivant être humain? Et quand on se pose la question, quelles sont les caractéristiques justement de l'être humain, on peut distinguer trois réalités qui sont ce qu'il est, mais trois réalités qui sont de nature différente, qui fonctionnent différemment. Il y a une première réalité qui est assez simple, qui consiste à décrire l'être humain en tant qu'objet physiquement. Un être humain, c'est une réalité objective. C'est un corps, ce sont des comportements, ce sont des phénomènes biologiques, physiologiques, des organes. L'être humain, c'est ce qu'il est objectivement. Autre réalité qui caractérise l'être humain, c'est que c'est un être pensant. L'être humain est doté des capacités d'abstraction et de représentation. Il a cette capacité de production de réalité subjective, c'est-à-dire la façon dont il se représente les choses, les cartes qu'il produit du territoire, le monde qui l'entoure, le territoire de ce qu'il est lui-même en tant qu'être vivant, les films qu'il produit, cette réalité subjective. Le tableau de Magritte, le célèbre peintre, qui représente une pipe, ça représente une pipe, mais ce n'est pas une pipe. Le tableau de Magritte a une réalité objective en tant que tableau, et puis il a aussi une réalité subjective, et là plutôt représentative, en tant que pipe, parce que ça représente une pipe. Eh bien, l'être humain, il a cette capacité de conception, d'imagination, d'abstraction, de représentation, et ça constitue sa réalité objective. Donc, on distingue deux réels, si on doit décrire l'être humain. Il y a le réel objectif, le corps, les comportements, ce qu'il est physiquement, et ça, c'est régi presque par les lois de la physique, hein, les lois des atomes, de la gravité, les lois électromagnétiques, les lois de l'énergie. Et puis, il est ce qu'il est dans cette réalité subjective, ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même, ce qui se passe dans son monde intérieur de représentation, de sensations intérieures. Et là, on pourrait dire que cette réalité, elle est régie par la psychologie. Enfin, on accède à cette réalité et on l'étudie à travers les sciences, qu'on appelle les sciences humaines ou les sciences molles, qui sont les sciences de la psychologie ou de la sociologie ou de la psychosociologie. C'est un peu ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et on peut distinguer un certain nombre de règles, on peut distinguer un certain nombre de lois qui caractérisent le fonctionnement de l'être humain dans ce registre-là. Et puis, il y a on peut distinguer une troisième réalité, un troisième réel, qui serait ce qui fait que l'être humain n'est pas seulement un corps physique, constitué d'atomes, un corps physique et chimique, c'est aussi un organisme vivant. On pourrait dire qu'il y a un troisième réel, qui est le réel biologique. C'est un être vivant avec des règles et des lois de la vie, des lois de la biologie, qui caractérisent ce qu'il est et ce qui l'anime profondément dans cette dimension vivante, avec des pulsions de vie ou de survie. Et sur cette réalité, il y a de la même façon qu'il y a les lois de la physique qui régissent le mouvement des objets. Si on fait tomber un objet, par exemple, si je fais tomber ce stylo, la loi de la gravité va le faire tomber à la verticale. Eh bien, il y a aussi des lois. On peut distinguer un certain nombre de tendances et de lois qui régissent le vivant. Et sur cette réalité-là, ce qui est une clé de lecture qui est très intéressante à avoir, c'est que le vivant va fondamentalement être animé par deux dynamiques qui se rejoignent sur la finalité, c'est vivre, être vivant. Et ces deux dynamiques, c'est la dynamique de vie et la dynamique de survie. La dynamique de vie, c'est plutôt une dynamique d'ouverture, de croissance, d'expansion et donc de perpétuation de ce que l'on est. C'est ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la croissance et le développement. Et la dynamique de survie, c'est une dynamique qui repose sur des mécanismes de protection. C'est pour se protéger, pour continuer à vivre. Les deux ont la vertu de nous faire vivre. Il y en a une qui va nous faire vivre en croissance, en expansion. Et la dynamique de survie va nous faire survivre et nous protéger en cas de danger.
Donc on peut observer l'être humain avec ces trois clés de lecture et ça nous permet de voir et de distinguer ce qui est sous-jacent à la façon dont on réagit dans certaines situations. On va réagir dans certaines situations parce que on est gouverné, entre guillemets, par notre réalité objective, notre corps, notre biologie. On peut aussi avoir des clés de lecture pour comprendre nos comportements parce qu'on va être gouverné par notre réalité subjective, notre mental, notre conditionnement, la façon dont on pense, la façon dont on se représente les choses. Et donc, ça va nous donner des éclairages sur pourquoi on a réagi comme on a réagi. Et puis, on a une troisième clé de lecture dans le registre du vivant, de cette réalité biologique fondamentale de ce qui nous anime en tant qu'être vivant. Et c'est les clés de lecture de, tiens, là, la réaction que j'ai, est-ce qu'elle est plutôt une réaction qui est empreinte de dynamique de vie, d'ouverture, de croissance, de développement, d'aller vers quelque chose, ou est-ce que je suis plutôt dans une dynamique de survie dans laquelle je vais me protéger, j'ai plutôt être dans une dynamique de fermeture, une attitude de fermeture où je vais plutôt m'éloigner d'eux. Et donc, ces trois clés de lecture sont particulièrement intéressantes pour y voir un peu plus clair. Parce que on va y voir un peu plus clair en se basant sur le réel, non pas en analysant, tiens, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ça, et puis en faisant une analyse purement intellectuelle qui va reposer sur des systèmes de pensée, des croyances qui peuvent être plus ou moins ancrées dans le réel. Eh bien, ces clés de lecture permettent d'avoir un regard et une analyse sur ce que l'on vit, ou plutôt des clés de lecture, un décryptage de ce que l'on vit, qui repose sur le réel. Et du coup, ça nous permet de pouvoir s'appuyer sur des choses beaucoup plus fiables et d'y revenir sans cesse. C'est quand je rencontre une difficulté et qu'avec les clés de lecture, je vais voir ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui réagit, pourquoi, en quoi ça réagit, et quels sont les éléments de réalité de ce que je suis qui me font vivre la situation comme je la vis. Eh bien, les clés de lecture permettent de mettre en lumière ces éléments de réalité de façon beaucoup plus fiable et donc permettent de venir au contact de soi-même et de faire les ajustements, les transformations en profondeur, et donc les alignements et les repositionnements face aux situations de façon beaucoup plus efficace parce que ça va être tout à fait adéquat et respectueux de ce que l'on est réellement. C'est que les lectures, ça permet aussi de faire la part des choses et de distinguer ce qui nous appartient de ce qui nous appartient pas, ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur, et de voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, de se positionner par rapport à l'extérieur de façon saine, écologique, sans vouloir envahir les autres, parce que on est dérangé par quelque chose à l'extérieur, donc on veut que ça change à l'extérieur. Comme on fait le travail pour voir à l'intérieur ce qui est en inconfort, ce qui est dérangé, et qu'on va mettre en lumière précisément cela, on va pouvoir se positionner pour faire une demande ou se positionner différemment par rapport à l'extérieur pour retrouver son confort à soi. Bien sûr, ça va pas être je vais agir sur l'extérieur pour que ce qui déclenche mon inconfort change. Et là, c'est agressif vis-à-vis de l'extérieur et c'est parfois, et parfois, pour ne pas dire souvent ou très souvent, c'est contre-productif parce que qu'est-ce que l'extérieur ou les autres font quand ils sentent qu'on veut les changer, qu'on veut les manipuler? Eh bien, ils se protègent. Il y a une résistance automatique. Donc, cette démarche où je vois les choses telles qu'elles sont, je fais bien la part des choses entre ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, la réalité, le réel de ce que je suis avec dans toutes ses facettes, et je fais la part des choses avec le réel de mon environnement. Ça permet d'avoir des positionnements alignés, ancrés dans ce que l'on est réellement, dans la conscience et la connaissance de ce qui se passe à l'extérieur réellement aussi, même s'il y a des incertitudes, mais on fait la distinction entre le fait avéré, la supposition, l'extrapolation. On a quelque chose de beaucoup plus fiable, même si on n'est jamais totalement en conscience, en connaissance de tous les éléments, mais c'est beaucoup plus fiable et je peux me positionner de façon beaucoup plus saine et écologique. Saine par rapport à moi parce que je m'aligne, je me respecte, je m'aligne sur ce qui est essentiel pour moi parce que j'ai pris le temps d'identifier. Et puis saine par rapport aux autres parce que je me positionne de moi vers les autres en ouverture et non pas en réaction par rapport aux autres et d'essayer de les changer ou là en protection ou en agressivité vis-à-vis des autres. Donc ces trois clés de lecture
qui décrivent l'être humain par rapport à trois réels de ce qu'il est, qui sont de nature totalement différente et qui sont régis par des mécanismes, par des lois, les lois universelles de de la gravité, les lois de la physique, pour ce qui est du réel objectif, de notre réalité physique, les lois biologiques de la vie, les comportements de la vie, là, la compréhension du vivant, de ce qui nous anime en tant qu'être vivant. Nous ne sommes pas que des atomes qui sont reliés les uns avec les autres que pour former des molécules et des cellules. Non, il y a quelque chose, on est un être vivant et de ce fait, on a des mécanismes, on fonctionne d'une certaine façon spécifique au fait d'être vivant. Et puis enfin, il y a cette troisième réalité, cette réalité subjective, notre capacité de représentation et d'abstraction, notre mental, notre monde intérieur de sensations, de représentation, d'émotions, cette réalité subjective, cette capacité de se représenter les choses et qui, elle aussi, est de nature différente des autres. Chacun de ces réels a ses lois, a ses règles, a ses modes de fonctionnement. La conscience et la connaissance de ces règles, de ces modes de fonctionnement nous permet de nous faire des cartes de nous-mêmes et d'identifier assez clairement ce qui nous anime et ce qui s'active en nous, et donc de faire face aux situations de façon beaucoup plus éclairée, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus saine et efficace que dans l'ignorance ou dans l'illusion, qui est pire que l'ignorance, dans l'illusion, dans des représentations illusoires de la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Alors voilà pour cette présentation, les trois réels. Pour illustrer cela, j'ai partagé mon écran. Alors, sur ce schéma, on voit l'association de ce que je viens d'exposer, les trois réels. Il y a le réel physique en bas à gauche, le corps, la réalité objective. Il y a le réel biologique qui est aussi tangible. Hein. Ce qui est dans la partie basse est tangible, on peut le toucher, on peut le voir. Et c'est cette réalité vivante, cette réalité biologique, c'est-à-dire c'est aussi ce qui nous anime dans notre essence, ce qui fait que nous sommes quelque chose de vivant et de singulier. Et puis, dans la partie haute, il y a la réalité subjective, le mental, le monde intérieur, la façon dont nous représentons les choses, la façon dont nous vivons intérieurement les choses, les émotions, les sentiments, les croyances, les images, les films que nous nous faisons. Et ça, c'est un réel qui est intangible. C'est un petit peu dans le monde des idées, le monde des représentations en haut, et puis en bas, la réalité tangible, physique et biologique. La démarche des décryptages consiste à jouer sur ces trois réels, en fait. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose qui nous touche, décrypter ses émotions, c'est décrypter ce que je vis afin de mettre en lumière ce que je suis. Eh bien, comment ça fonctionne? Il y a une première étape qui consiste à observer qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui s'est passé, observer le réel objectif, quels sont les événements qui se sont passés à l'extérieur, le réel objectif, comment je l'ai vécu, comment j'ai réagi, comment je me suis comporté. Observer, c'est la réalité objective qui est mon discours intérieur, mon mental, mes pensées. Et puis, le décryptage en soi, ça va consister, sur la base de nos réactions, mettre en lumière ce qui en soi a été touché. Le décryptage, c'est en particulier le décryptage des émotions. C'est une émotion, c'est une réaction déclenchée par quelque chose qui provoque un propre comportement, mais dont la cause est quelque chose en moi qui est sensible. Eh bien, le décryptage, ça va consister à mettre en lumière justement ce quelque chose qui en moi est sensible. Mettre en lumière les éléments de réalité de mon corps, les éléments de réalité de ce qui est essentiel pour moi. Et parce que je vais mettre en lumière ces éléments de réalité, ça va me permettre d'agir, de m'aligner et de me positionner en accord avec ce que je mets en lumière de ce que je suis et de la situation dans laquelle je suis. Et ça va permettre donc, sur le troisième cercle en bas à droite, ça permet de se positionner et donc d'agir. Et d'agir de façon respectueuse de soi, saine pour soi parce qu'on tient compte de ce que l'on est et on se positionne par rapport à ce que l'on est, et respectueuse et écologique par rapport à l'environnement, parce que justement, puisque je me positionne par rapport à ce que je suis, je communique en ouverture par rapport à l'extérieur, sans vouloir m'imposer ou vouloir changer les choses à l'extérieur, mais je me positionne, je m'affirme, je prends ma place, et c'est ça qui permet d'être écologique sans être invasif.
Et donc ce cercle-là, de observer, décrypter et agir, c'est un cercle vertueux parce que je prends la mesure de ce que je vis, j'observe, je décrypte ce que ça me dit de ce que je suis et j'agis par rapport à ce qui est essentiel pour moi. C'est un cercle vertueux d'alignement, de positionnement, justement en dynamique de vie parce que je tiens compte de ce que je suis et je reste dans l'ouverture. Le cercle vertueux, c'est il y a un événement, je mets en lumière et je me positionne. Donc on est dans un cercle vertueux d'action, j'agis. Et à contrario, dans l'autre sens, il y a un cercle vicieux de réaction. C'est-à-dire qu'il y a un événement, et puis de l'événement, je réagis, et après, mon mental va justifier ma réaction, souvent avec de grandes valeurs, avec de bonnes, entre guillemets bonnes, parce qu'en fait ce sont des mauvaises raisons ou des raisons illusoires pour justifier mon comportement, pour garder bonne figure, pour garder une bonne image. Eh bien, ça, c'est le cercle vicieux des réactions. Justification de ces réactions, de ces comportements pour protéger son image. Et dans le premier cas, il y a un cercle vertueux d'action et quand il y a des enjeux d'image, je vais simplement être ce que je suis et manifester ce que je suis avec l'ego qui est cette interface d'image, ce jeu, cette représentation que j'ai de moi et que je veux donner aux autres, eh bien, qui va fonctionner en mode transmission. Je suis ce que je suis et je montre ce que je suis. Alors que en mode réaction où je me protège, eh bien on fonctionne en égo-protection où je vais pas montrer ce que je suis, mais je vais vouloir montrer quelque chose qui va correspondre qui va me rassurer. Je vais mettre des masques, je vais m'attacher à ce que les autres aient une image de moi. Donc je vais m'attacher à l'image. Et là, on est dans un mode d'égo, ce que j'appelle l'égo-protection. Un dernier mot sur le programme Sharp que je suis en train de développer. Sharp parce que en discutant avec des personnes qui connaissent ma pratique, le feedback qu'on me donne, c'est que mon coaching est très aiguisé, très direct, ça va droit au but. Ça fait penser au mot sharp. Sharp en anglais, ça veut dire aiguisé, affûté, pointu, précis. Et au sens figuré, ça veut dire vif, intelligent, net et précis. Et effectivement, le programme Sharp est effectivement vif parce qu'il est vivant, il colle à la réalité vivante de l'individu, il est vitalisé parce que ça se nourrit de la réalité vivante, de la vie, et c'est vitalisant parce que ça stimule la vitalité de l'individu. On peut dire aussi que le programme Sharp est fondamentalement intelligent parce qu'il repose sur une démarche éminemment objective et rationnelle. Ça met en perspective et ça crée des liens solides entre les différentes réalités de ce que nous sommes. Réalité que j'ai exposée aujourd'hui, cette réalité physique, la réalité biologique, puis la réalité subjective. La réalité objective, ce que l'on est dans notre corps, la réalité vivante, ce que l'on est dans cette réalité vivante de ce qui nous anime et ce qui fait de nous un être vivant, et puis cette réalité subjective, ce qu'on est dans notre monde intérieur, dans notre tête. Le processus, le programme Sharp est aussi net. Ça permet de faire la part des choses de façon claire et ça réduit quasi totalement la confusion en distinguant le réel du supposé et en reléguant l'incertain à sa juste place. C'est pour ça que le programme Sharp est net dans le sens où il n'y a pas de zone de flou. Et s'il y a des zones de flou, elles sont clairement identifiées comme étant du flou. Le grand danger de l'être humain, c'est qu'il produit des images et il va toujours essayer de se faire une représentation qui va avoir du sens, qui va l'aider à prendre des décisions. Et souvent, c'est un automatisme, hein, on va boucher les trous. On ne les bouge pas forcément bien. Alors que quand on a une démarche qui nous permet vraiment de porter une attention juste aux choses, de voir les choses telles qu'elles sont en se racontant le moins d'histoires possible, eh bien, ça aide à y voir clair et ça aide à voir les choses de façon nette et non pas floue ou confuse. Et enfin, le programme Sharp est précis parce que ça s'appuie sur des éléments de réalité objective tangibles. Donc, ça permet d'y revenir constamment, ce qui garantit une précision dans les résultats obtenus, là où on arrive après avoir posé les choses, clarifié la situation et fait la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient. Alors, la valeur ajoutée du programme Sharp, c'est que ça permet de passer de la confusion à la clarté, de la frustration à la satisfaction. Souvent, je parle des tableaux de bord, de nos émotions sont comme des signaux du tableau de bord, avec des signaux faibles, moyens, forts, c'est des signaux orange, rouge, vert. Eh bien, ça permet de prendre la mesure des signaux du tableau de bord de notre vie. Puis quand il y a des feux rouges, ça nous permet de faire ce qu'il faut pour les faire passer au vert. Donc, Sharp, on passe des feux rouges au feu vert. On passe de l'épuisement à la vitalité, des blocages à la fluidité, de la procrastination à la proactivité, de la fuite à l'action. Et en fait, finalement,
en mettant en lumière ce qui se joue réellement dans les situations, on passe d'un mode où on réagit par rapport aux autres et aux situations à un mode où on va être en positionnement par rapport à soi, et en lien avec ce qui se passe dans la relation qu'on a avec les autres ou son environnement. Voilà pour ma présentation du programme Sharp.